Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19 h et tous les samedis à 10 h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs d'Altistoria, merci pour votre fidélité. On vous emmène dans un autre univers, dans les Sucs Saint-Gelais, mais surtout dans l'histoire de Sainte-Agathe. J'ai avec moi aujourd'hui deux invités, Jean-René Mestre et Frédéric Lavacherie. Bonjour messieurs. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Jean-René Mestre, vous êtes fondateur de la Société des Amis du Musique Rosatier du Puy-en-Velay, créée en 1986. Vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages sur la lentille verte du Puy, les poètes de Haute-Loire, l'apiculture régionale et la mythologie française. Vous êtes découvreur avec votre fils Bruno de sites archéologiques également, tels que la motte castrale de Bonneval, l'oppidum proto-historique de Jax, mais aussi le théâtre gallo-romain de Saint-Paulien. Frédéric, vous êtes président fondateur du centre Haroun Tazieff pour les sciences de la Terre. Vous avez œuvré comme élu de Chauderolles à l'extension du parc naturel régional des Monts d'Ardèche à 17 communes de Haute-Loire et à la création du géoparc mondial UNESCO des Monts d'Ardèche, ce qui vous a amené à étudier le rapport des fresques de la grotte Chauvet-Pont d'Arc avec le territoire, ses paysages et sa géologie. Cela vous a conduit également en 2015 à démontrer qu'il y a eu des représentations de certains de nos volcans au sein de la grotte Chauvet, découverte il y a 30 ans. De vos recherches, vous tirez cette interrogation majeure: l'être humain est-il le seul animal fasciné par le spectacle de catastrophe ? Depuis 10 ans, vous explorez les conséquences de cette question sur nos interprétations de l'histoire et de la préhistoire, notamment en Velay et Vivarais. Les Sucs de Saint-Gelais et Sainte-Agathe. Tout d'abord, messieurs, qui est Sainte-Agathe ? Eh bien, Sainte-Agathe est une, si on en croit Jacques de Voragine dans la légende dorée, c'est-à-dire un texte du Xe siècle, c'est une légende, c'est une sainte chrétienne des premiers siècles qui aurait été martyrisée en mourant sur un lit de charbon ardent. Depuis, on imagine qu'elle guérit les plaies, les brûlures, et qu'elle est protectrice contre les incendies et tous les phénomènes naturels inexpliqués, tels que les explosions volcaniques. D'ailleurs, on la retrouve en différents lieux en Europe, en particulier à Catane, à côté de l'Etna, et puis en bord de la Méditerranée, à Agde. Mais ça, je vais laisser 2 secondes la parole à Frédéric pour vous expliquer ça. On reviendra au Suc Saint-Gelais dans 2 minutes. Oui, alors je m'étais aperçu il y a quelques années, en donnant des conférences dans l'Hérault volcanique, et notamment en la ville d'Agde et au Cap d'Agde, que les habitants d'Agde s'appellent des Agatois. Donc, j'ai fait évidemment le rapport avec Sainte-Agathe, que je ne connaissais pas plus que ça. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que il y a un volcan en Agde, et la plage de la Grande Conque au Cap d'Agde sont des paysages extraordinairement impressionnants, et qui sont des paysages volcaniques. Le volcan du Cap d'Agde est peut-être le plus beau des représentants de nos mares M2AR. On en a parlé l'autre jour. Ce sont des volcans qui marient l'eau et le feu. C'est-à-dire le magma, le feu de la Terre, passe à travers une énorme quantité d'eau, soit une nappe profonde, soit l'eau de mer ou l'eau d'un lac ou l'eau d'un étang. Mais quand c'est un lac profond, ou quand c'est, en l'occurrence pour le Cap d'Agde, le delta de l'Hérault, les rives de la Méditerranée étaient plus basses à l'époque, mais c'était il y a 700 000 ans, et le delta de l'Hérault, c'est comme le delta du Rhône aujourd'hui, à l'époque, une énorme quantité d'eau qui imbibe toutes les roches en profondeur, et lorsque le magma rencontre une telle masse d'eau, qui en plus est une eau qui est contrainte quand même, parce que c'est une eau qui est captive des roches, il y a une montée en pression colossale, très rapide, de cette eau sous forme de vapeur qui ne peut pas s'exprimer facilement parce que c'est le sol qui est gorgé d'eau, et quand la pression est supérieure à la pression des roches, en quelque sorte, tout explose dans une catastrophe absolument terrifiante. C'est des monstres qui sortent, mais c'est des monstres d'eau et de feu.
Et donc on a le dragon d'eau et le dragon de feu qui déjà apparaissent sous le phénomène volcanique. Et en ce qui concerne Agde et le cap d'Agde, ça s'est produit il y a 700 000 ans, alors que déjà il y avait des gens, des humains, pour observer tout ça. On le sait par une grotte qui se trouve un peu plus loin dans la montagne noire, qui s'appelle la grotte de l'Aldenne. Et cette grotte est une grotte qui a été ornée et habitée de façon pratiquement continue de 700 000 ans jusqu'au Moyen-Âge. Elle était fréquentée par les gens. Et donc le récit premier qui a été fait de ce dragon d'eau et de feu qui surgit au cap d'Agde, ce récit a été transmis évidemment de génération en génération. C'est la culture locale qui s'en imprègne. Ce récit se métamorphose jusqu'à arriver aujourd'hui sous des formes qu'on ne reconnaît pas. Alors donc ça m'avait frappé. Mais ce qui m'avait frappé, c'est l'analogie avec l'Etna et la ville de Catane. L'Etna est né sous la mer, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la ville de Catane, alors qu'on ne prend pas l'Etna pour un volcan sous-marin aujourd'hui, mais c'est un volcan qui est né sous la mer, et il est né il y a 400 000 ans, c'est-à-dire 300 000 ans après le volcan du Cap d'Agde. Et le récit, tout récit de catastrophe qui concerne le bassin méditerranéen, fait 25 000 fois le tour de la Méditerranée, du bassin méditerranéen, par l'ouest, par l'est, etc. Et donc, Sainte Agathe est la protectrice de Catane, Sainte Agathe est la protectrice du Cap d'Agde. Et donc, un jour, j'ai dit ça à Jean-René. Je lui raconte ces histoires de Sainte Agathe, et il me paraissait intéressant de relier Sainte Agathe à l'éruption volcanique. Et donc, Jean-René a gratté sur la Haute-Loire sur le sujet. Les sucs. Les sucs qui sont gelés. Les sucs. Alors, bon, on va d'abord les sucs, et puis je développerai un petit peu sur Sainte-Agathe. Alors, suite à la demande de Frédéric, je regarde un petit peu si je trouve des lieux dédiés à Sainte-Agathe en Velay et en Haute-Loire. Et à ma grande surprise, je n'en trouve pas ailleurs que autour des sucs d'Issingeaux. Et je trouve uniquement donc trois lieux qui ont été consacrés à Sainte-Agathe, trois chapelles, une au château des châteaux qui n'existent plus d'ailleurs, un château de Beaujeu à côté de Chambon, du Chambon-sur-Lignon, une vers Carry-vers-Tamise, des châteaux en ruine là dans le Lignon toujours, hein. Et puis une à Piniba, à côté de Carry-vers-Tamise, entre Issingeaux et Carry-vers-Tamise. Donc trois chapelles castrales dédiées à Sainte-Agathe et en plein bordure du pays des sucs, des sucs Issingelais. Alors, les sucs Issingelais, quelle forme ils ont, hein? Ils ont une forme caractéristique qui ressemble à un sein féminin, un sein SEIN, hein, donc, et là, première aventure, Sainte Agathe, avant d'être martyrisée sur son lit de charbon ardent, elle a été torturée, et qu'est-ce qu'on lui a fait comme torture? On lui a coupé les seins. On lui a coupé les seins, ce qui en a fait aussi une protectrice des nourrices, des femmes allaitantes et bien entendu des protectrices nourricières, puisque les seins nourrissent les enfants. Et les terres volcaniques, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Eh bien, elles sont nourricières, elles sont riches, elles sont productrices de végétaux et d'animaux pour nourrir les hommes. Donc, on est sur des terroirs particuliers, des terroirs reliés à la géologie, au volcanisme. Et encore un deuxième ou un troisième mystère, je ne sais plus où on en est au propos de Sainte Agathe, c'est qu'elle a un nom quand même un peu particulier. Agathe, c'est en grec agathé, c'est-à-dire la sainte Dieu. C'est-à-dire qu'on est sur une sainte qui porte un nom un peu bizarre, Saint Dieu. C'est quelque chose d'assez bizarre, assez porteur d'images peut-être un peu mythologiques, hein, mais qui la situe dans un panorama particulier. Et on retrouve sa fête à quelle date? Début février, comme par hasard, qui est en fait une parèdre, c'est-à-dire une épouse mythologique de Gargantua, de Saint Blaise,
de la période de la fête d'Imbolc pour les Celtes, hein, celle de la renaissance du printemps. Donc on est vraiment dans un ensemble particulier avec Sainte-Agathe, où l'eau, le feu se rejoignent, avec un côté nourricier, et les sucs d'Yssingeaux portent en eux tout ça. Hein, ne dit-on pas d'ailleurs quand on arrive vers Yssingeaux, tiens voilà les saintes de l'abbesse. L'abbesse étant théoriquement l'abbesse de Bellecombe, qui n'existe plus depuis quelques siècles, mais qui était une abbaye au milieu des sucs. Hein. Et ces saints de l'abbesse rappellent ce souvenir de Sainte-Agathe, de cette terre nourricière, et tous ces éléments associés à ce nom, associés à sa date de naissance, enfin sa date de naissance au ciel, hein, sa fête le 5 février, en font un personnage qui trouve tout à fait sa place dans cet espace des Suquis-Saint-Gelais, et on peut même dire qu'elle en symbolise l'aspect nourricier. C'est une divinité antique de la fécondité qui donne une image protectrice et nourricière très particulière. Et je pense que ça fait partie d'une sorte de géographie sacrée, hein, qui était propre à la mémoire de nos anciens et qui donnait des images, des lieux forts, des présences fortes à certains territoires, à certains terroirs. Et je pense que les sucs d'Yssingelais étaient dédiés à cet aspect nourricier, protecteur, fécondant, et que Sainte-Agathe, sa présence, un 3 quand même, chapelle castrale, c'est pas rien, c'est pas un hasard. Ça montre quelque chose d'intéressant. Oui, elles semblent quand même alignées sur le cours du Lignon. Alors, en plus, elles sont pas n'importe où, elles sont sur le Lignon qui prend sa source où ? Tout simplement à la Croix de Pécata, sur le Mézin. Sur le Mézin, qui est un volcan, un lieu de la puissance volcanique le plus élevé de la région, en lien avec le point le plus bas, qui est Saint-Michel d'Aiguille, oui, et qui en fait une sorte de périmètre avec les Suquis-Saint-Gelais très particulier, qui se relie aux autres terroirs à côté, qui ont une personnalité différente. C'est ainsi que je pense que du côté de la vallée de l'Allier, on est plus sur un secteur, thanatologique, c'est-à-dire un lieu de passage de vie et mort, suivant la rive droite et la rive gauche. Hein, Gargantua, dont on a parlé dans une émission, passait d'un côté à l'autre de l'Allier. Donc il y avait ce secteur de la vallée de l'Allier qui était plus relié à la vie et à la mort. Le secteur du bassin du Puy, avec en ligne de mire le Mézin, je le vois plus relié à un aspect fécondité, reproduction, hein, avec ce phallus, quand même, Saint-Michel d'Aiguille, c'est quand même un phallus, au milieu d'un entonnoir, un territoire en entonnoir qui est délimité par le sommet du Mézin sur sa partie sud-est. Et puis, ça en fait une sorte de vision solaire. Le Mézin, on arrive au niveau solaire, c'est le lieu le plus proche du soleil. Donc on a un aspect aussi renaissance solaire. Hein. Donc on a dans Haute-Loire, et le territoire des Sucs fait partie de ces 4-5 points majeurs du territoire de Haute-Loire, qui ont une force mystérieuse qui est gardée en souvenir par les saints qui y sont célébrés, par les mythes et les légendes qui y sont conservés. Et on a donc une géographie sacrée de la Haute-Loire qui se dessine de cette façon-là, une géographie à laquelle le secteur du Vivarais additionne ses forces et ses éléments pour compléter tout l'esprit de la cosmogonie qu'avaient dans leur tête les anciens, et dont on retrouve que des miettes qu'on essaye de reconstituer pour
essayer de retrouver une unité à tous ces paysages. Oui, oui, je voudrais ajouter qu'en ce qui concerne les sucs de l'Issingelet et la présence de Sainte-Agathe, en 3 lieux en tout cas, au moins, c'est que ces sucs, les sucs de l'Issingelet, comme d'ailleurs les sucs du Mézin, qu'on appelle parfois les sucs de Boré, mais qui s'étendent au-delà quand même de la commune de Boré, ces 2 ensembles de sucs sont très 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 particuliers parce qu'ils forment une sorte de symétrie dans la géographie des sommets, la géographie sommitale du Vivarais-Velay en l'occurrence. Ils sont très particuliers parce qu'il y a une densité exceptionnelle sur le plan paysager de sorties de lave, une densité qu'on ne retrouve pas ailleurs de sorties de lave. Ça concerne tout le Velay d'ailleurs et la montagne ardéchoise volcanique. On a là une beaucoup plus grande... Les points de sortie du magma sont beaucoup plus nombreux là, au kilomètre carré, qu'ailleurs. Ce ne sont pas des volcans majeurs comme le volcan cantalien qui est gigantesque ou l'Etna, qui sont des stratovolcans absolument colossaux. Mais ici, on a toute une série de points de sortie qui, même s'ils sont bouchés aujourd'hui, mais ils sont bouchés de façon hétérogène par les matériaux issus de l'éruption volcanique et les matériaux qui ont été emporté par le magma, même ça peut être du granit qui n'est pas volcanique, mais tout ça encombre en quelque sorte la cheminée de façon hétérogène, ce qui fait que ça reste des points de sortie privilégiés pour tout ce qui est sous une pression absolument colossale sous la côte terrestre. Ce sont des pressions colossales d'énergie, de matière, une force colossale qui s'exprime par les points de sortie privilégiés que sont les cheminées. Et donc c'est par là qu'émerge toute une série de puissances qui deviennent des puissances, comme tu disais Jean-René, des puissances divines ou des puissances médiatrices en quelque sorte. Ce sont des puissances qui donnent une personnalité au territoire. Voilà, exactement. Est-ce que c'est cette formation qui fait que les sucs Issingelet sont aussi atypiques, comme on le dit? Oui, ils sont tout à fait atypiques. Alors il faut pas les séparer des sucs du Mézin, des sucs de Boré. Il faut vraiment avoir, je sais bien qu'ici on est Yssingeaux, mais il faut lire le territoire d'Yssingeaux par ces articulations avec les territoires qu'il y a autour. Jean-René vient bien de l'expliquer en distinguant les caractéristiques du Vivarais de celles du Velay. Je dirais que l'ensemble de ce territoire, dont Yssingeaux est une charnière de sommet, parce que du massif du Mégale, les sucs de l'Issingelet, c'est quand même les sucs du Mégale aussi, jusqu'au suc du Mézin, toute cette charnière sommitale, Yssingeaux en est une porte. Mais c'est un territoire qui est défini par un double interflux, c'est-à-dire entre 2 fleuves. Il y a le Rhône à l'est, l'Allier à l'ouest, l'Ardèche et les gorges de l'Ardèche au sud, la Loire et les gorges de la Loire au nord. Dans ce quadrilatère aqueux de dynamique, de l'eau très dynamique, se trouvent tous ces volcans. Et toute cette expression des puissances infernales, les puissances, les forces obscures de la nature se trouve à l'intérieur du globe, et puis il y a une énergie colossale les projette à l'extérieur, et le destin de cette énergie, ce sont les cieux, ce que montre l'éruption volcanique. Et donc on a là à mon avis, l'explication du rayonnement incroyable du Velay comme puissance spirituelle européenne. Oui, c'est le credo fondamental, c'est ce volcanisme qui est associé à ce qu'est une terre-mère, oui. C'est-à-dire à la fois créateur et destructeur. Et ça, on en a l'exemple très prégnant ici. C'est le côté hyper original du secteur des sucs et autour des sucs. Pour ce qui est principalement les sucs, moi, leur forme de saint nourricier donne un caractère plus intense à cet aspect fertilité, protection que l'on retrouve ici. Alors que le côté phallique, fécondité, reproduction, comme je disais, on le voit plutôt sur le bassin du Puy avec la forme du rocher Saint-Michel à côté. Mais les sucs en eux-mêmes dégagent une force. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'émission de forme, pour s'en galvauder le terme, une émission de forme. C'est-à-dire que rien qu'en voyant les sucs, on a une image du territoire. Une image, c'est même pas une image, on a une carte mentale, voilà, on est imprégné
de l'intérieur par ces sucs. Et je me rappelle Jacques Barrault qui racontait, et il le faisait à juste raison, à tout le monde que le plus beau paysage du monde était celui des sucs d'Yssingeaux. Voilà. Alors, Sainte-Agathe, les sucs d'Yssingeaux, justement, quelle est la morale derrière l'histoire? Est-ce qu'on peut en dégager une morale, un sens de vie philosophique? Pour moi, il y a une morale très claire qui se dégage, c'est-à-dire que le récit humain, depuis le premier récit humain, les premiers récits humains, le récit des origines, est toujours vivant, est toujours vivace, et il doit éclairer l'avenir. Et donc c'est pour ça qu'il me paraît extrêmement important que sur le plan pédagogique, tout ce que nous ont enseigné des générations d'ancêtres puisse être en quelque sorte revisité, relu, revécu par l'observation au fil de nos chemins, par l'observation du paysage, et de le faire avec les jeunes, de façon à ce que nous créions dès aujourd'hui, avec nos anciens et nos jeunes, les conditions d'éducation au territoire des bébés qui vont naître en 2025. Alors justement, l'éducation au territoire, est-ce que cette histoire, elle peut dire quelque chose du tempérament altigérien? Est-ce qu'on peut la lier à un tempérament local des habitants? C'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée, je suis incapable d'y répondre. Mais non, mais c'est à l'évidence, il y a un esprit de terroir dans chaque lieu habité du monde, partout. Sur toutes les terres émergées habitables, il y a un esprit des lieux qui est incarné par les habitants du coin qui transmettent ce que leurs ancêtres leur ont transmis. Et ça existe aussi en Haute-Loire et c'est en péril. C'est en péril pourquoi? C'est en péril parce que on parlait du Mézin comme sommet du territoire et le lieu de ce vaste territoire qui est le plus proche du soleil en quelque sorte, j'aime bien cette image. Ce territoire-là est en grand péril sur le plan culturel et de ses transmissions parce qu'il est comme une petite noisette au milieu des bras de levier d'un gigantesque casse-noix qui sont le développement urbain à partir des grandes voies de circulation que sont l'A7 et la N88. Qui forment une sorte de Y avec la 6. Hein, et à partir de Lyon, on a les deux branches. Et on est là comme une petite noisette enserrée dans des gigantesques leviers d'un casse-noisette ou un casse-noix qui font que sur le plan culturel, tout ce développement urbain, avec une culture propre, urbaine, se déploie en quelque sorte à la perpendiculaire de ces lieux d'urbanisation intense et que culturellement, c'est une autre culture qui vient en quelque sorte se substituer à la culture traditionnelle. On ne peut pas s'y opposer, mais il faut que cette culture qui nous vient par l'urbain assimile la culture traditionnelle de notre pays. Et ça, c'est fondamental. Et il faut le faire par les jeunes, par les équipes pédagogiques, par les parents, par les randonnées. Il faut faire l'école par les chemins, ici. Sinon, cette culture, elle risque de disparaître. Alors, la majorité des Altigériens sont très quand même chauvins, très fiers de leur paysage, leur tradition. Par contre, la majorité est aussi pour l'extension des voies urbaines, le développement des voies, des voies routières. Oui. Est-ce que c'est un paradoxe? C'est un paradoxe, mais c'est pas une contradiction insoluble. C'est-à-dire que si nous arrivons à construire un lien culturel profond avec le passé et qui s'organise par un tissu horizontal actuel pour qu'il y ait une prise de conscience la plus forte possible d'un tissu culturel qui doit rayonner sur l'Europe aujourd'hui. On a parlé d'Europe tout à l'heure avec Gargantua. Eh bien, à ce moment-là, toute cette culture urbaine qui, de toute façon, on peut être pour ou contre, de toute façon, on ne peut pas s'y opposer, mais il faut qu'elle s'assimile à la culture locale. Si vous allez dans le Pays Basque ou en Alsace, vous ne pouvez pas construire n'importe comment votre maison. Vous êtes obligé de vous adapter à la culture profonde du pays. Si vous prenez les Aveyronnais, les Aveyronnais, ils ont une culture de l'Aveyron, quelque chose de solide. Il n'y a qu'à aller voir à Paris, les Aveyronnais du côté de Bercy, là, c'est quelque chose. Hein. On ne fait pas n'importe quoi avec la culture locale. Chez nous, on n'a pas cette fierté. Elle est rentrée en quelque sorte. Quand je dis chez nous, moi je suis une pièce rapportée ici depuis 25 ans, mais c'est vraiment mon pays d'adoption. Et la culture, comment dire, la fierté d'être de ce pays, de porter ce pays, elle est rentrée en quelque sorte. Elle est rentrée, elle a un petit peu un complexe par rapport à la modernité. Il faut se débarrasser de ce complexe et l'affirmer clairement, fièrement, de telle sorte que la culture urbaine assimile la culture du passé sans la transformer trop. Jean-René, vous partagez cette analyse du complexe altigérien?
Je crois qu'il y a eu une époque où on a un petit peu empêché l'expression de notre savoir local, notre patrimoine local, de notre langue locale. Euh, C'était dû à une volonté politique liée, je pense, un peu à la Troisième République, hein. Je suis petit-fils de 4 instituteurs, donc je suis payé pour savoir qu'ils avaient quelques devoirs envers la République à remplir, et je pense qu'ils ont un petit peu modifié la façon de penser, de réfléchir, d'appréhender l'environnement, et peut-être aussi une certaine gêne par rapport à leur pays, à leur langue, à leur accent. Hein. C'est joli, les accents régionaux et locaux, mais il y a eu une petite, un mal-être qui a été développé pour essayer de centraliser, hein. C'est les jacobinismes. C'est centralisation qui a voulu unifier. C'est un problème qui est lié, qui découle de la Révolution française. C'est quelque chose qui est lié avec le développement industriel. Il faut une harmonisation, une mondialisation. Bon. Maintenant, c'est vrai que si on continue, on est à une période où on risque de tout oublier du passé. Ce serait peut-être pas la première fois. Ça n'empêche pas de vivre. Mais il y a des gens comme toi, Frédéric, comme toi, Loïs, comme moi aussi, qui aimons essayer de retrouver un petit peu des racines et essayer de refaire prendre conscience de toutes les sensibilités que notre territoire dégage, car ça nous enrichit plutôt que ça nous appauvrit, à mon avis, en tout cas. Oui, je voudrais ajouter quand même que ce pays qui est mon pays d'adoption, que j'ai découvert à 17 ans en 63, il dégage quelque chose qu'on ne ressent pas ailleurs. Alors, c'est vrai d'un tas de contrées de par le monde, hein, on ressent des choses très particulières. Mais ici, sur le Mézin, enfin moi j'habite à Chauderolles, mais je ressens ça sur tout ce vaste territoire, on y ressent quelque chose d'indicible, on ne peut pas le décrire. Mais il y a quelque chose de très particulier et qui en soi est une sorte de thérapie, en quelque sorte. Il y a des tensions terribles dans ce village de Chauderolles avec des haines recuites depuis des générations et des générations, ces souterrains s'acheminent, etc. Et néanmoins, il y a quand même une sorte d'énergie qui pénètre chacun et qui va au-delà de ces querelles de clochers, de villages, etc. Et où on se sent en quelque sorte nourri par le sol sur ce territoire. Il y a quelque chose qui sort de ce terroir et que moi je relie précisément à la densité de ces canaux privilégiés de sortie de toutes les énergies qu'il y a sous la croûte terrestre par toutes ces cheminées de nos sucs. Il y en a tellement que ça sort et on en est imprégné. Tout le vivant en est imprégné, et nous aussi, je pense. Il y a là quelque chose de tout à fait particulier qui n'a pas été étudié comme tel. Et je pense que ce serait bien. C'est toute la terre et toute l'eau qui vient qui nous nourrit, qui nous nourrit. Donc c'est normal qu'on en soit pénétré et que quelque part ça rejaillisse dans notre comportement. Oui, mais je fais une comparaison avec ce qu'on peut ressentir ailleurs. Donc il faudra arriver à caractériser ce qu'on ressent ici. Il faudra arriver à caractériser ce qu'on sent sur ce territoire par rapport à ce qu'on peut ressentir ailleurs et ce que les habitants d'ailleurs ressentent eux-mêmes. Donc il faut une confrontation culturelle entre tous nos pays d'Europe en quelque sorte par des histoires locales. C'est-à-dire que si les congrès Altistoria pouvaient dans un futur que je ne verrai pas être articulés à des congrès locaux d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique, et puis d'Europe de l'Est aussi, hein, parce que toute la culture du Danube, qui pour le moment est à feu et à sang avec l'invasion de l'Ukraine, mais quand même la première civilisation européenne urbaine, et la première écriture avant la Mésopotamie, c'est dans le pays du Danube. Les vieux Européens du pays du Danube ont créé les premières cités et les premières écritures avant la Mésopotamie, il y a 7500 ans, et ces gens-là circulaient par le Danube sur tout l'arc périalpin pour redescendre par la Saône et par le Rhône vers chez nous. Et la grotte Chauvet, je reviens à elle, se trouve au carrefour de deux grandes voies de circulation transcontinentale que sont l'arc périalpin d'une part et toute la circulation périméditerranéenne d'autre part. Au croisement des deux, on a quoi? La grotte Chauvet.
Géologie, croyance, entre Sainte-Agathe et les Suquis-Saint-Gelais, on voit bien les deux prismes, hein. Quels sont les liens entre la géologie et la croyance? Est-ce que la géologie nous permet de comprendre la croyance ou est-ce que la croyance nous permet de comprendre la géologie? Vous avez 2 heures. Oui. Non, alors voilà, moi, l'image qui m'est venue immédiatement à l'esprit quand j'ai lu, plutôt que décrypter, la fresque du Mégacéros comme étant la représentation d'un phénomène absolument terrifiant, mortel, qui était l'éruption gazo-hydrique du lac d'Issarlès, je me suis dit, mais c'est terrifiant cette affaire. Et les gens de l'époque, comme les gens qui ont sillonné ce pays de volcans en activité il y a 1 million d'années, voire 2 millions d'années, ces gens en panique devant ce phénomène catastrophique, comme devant toute catastrophe, il fallait bien produire un discours qui rabaisse notre niveau d'angoisse. Et pour ça, il faut se raccrocher à quelque chose qui a un point fixe. Le premier point fixe qui vient à l'esprit, c'est l'étoile polaire, c'est-à-dire c'est dans les cieux. Là, il y a quelque chose de fixe. On accroche le récit à quelque chose qui ne bouge pas. C'est un invariant, ça va nous rassurer. Mais autour de cet invariant, on va tourner au bout d'une corde ou de ce qui nous relie à l'invariant, on tourne et on a quand même le tournis. Et donc, il faut raccrocher cet invariant céleste à un invariant terrestre. Mais l'invariant terrestre dépend toujours du lieu où on se trouve, de ce qu'on a sous les yeux à l'horizon. L'invariant terrestre pour notre part du Languedoc, en quelque sorte, c'est le mont Mézin, parce que c'est un volcan. Et donc, si on a un axe invariant de l'étoile polaire au mont Mézin, à ce moment-là, on a un axe autour duquel organiser tout le discours de façon circulaire, où tout revient, tout est recyclé, et ça devient rassurant. Et à ce moment-là, on a la production d'un raisonnement, d'une réflexion qui nous font tout nous expliquer par quelque chose de cyclique, de récurrent, qui est à la fois la mort et la vie, qui se recycle en permanence. Et l'idée même d'une déification de tout cela, une théophanie, comme disait Jean-René tout à l'heure, eh bien, c'est précisément ce récit spirituel qui sort du territoire mais qui est relié au cosmos. Et le Vivarais-Velay est exceptionnel de ce point de vue. C'est pour ça que je dis que c'est les crins de conception des fresques de la grotte Chauvet. Jean-René, le Velay-Vivarais, entre géologie et croyance, les liens qu'on peut... Pour moi, la géologie et la croyance, la géologie est une science. Une science, ça ne s'explique pas totalement. Et avant d'être une science, c'était quelque chose d'incompréhensible. Donc, on avait besoin d'intermédiaires pour arriver à y voir clair et pour arriver à ce que disait Frédéric, à se désangoisser. On ne peut pas vivre sous une pression trop constante d'angoisse créée par un environnement qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas. Donc on a besoin d'explications, c'est les mythes qui sont là pour peupler les paysages, ou les paysages qui sont peuplés de mythes, plus exactement. Et l'homme avec ces mythes essaye de se guider, d'avoir une mémoire, de développer une spiritualité, une créativité et surtout satisfait son besoin d'explication. Et pourquoi il a besoin d'explication? C'est pour trouver sa place dans la nature. Et sa place dans la nature, et à chaque endroit où il va être, il va trouver une place qui va être originale, qui va en faire quelqu'un de différent de son voisin qui habite dans un endroit avec une géologie différente, puisque les explications seront différentes forcément. Il va y avoir donc des complémentarités, il va y avoir des échanges, et il va y avoir une créativité qui va naître de ces différences. On a besoin de paradoxes, on a besoin d'incohérences pour progresser. Si tout est parfait, idéal, il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Et on a besoin pour vivre d'avoir des explications, des différences, des surprises, des mécanismes créateurs, des mécanismes destructeurs, des pensées continuelles, et on a besoin d'intermédiaires, d'intermédiaires entre ce monde inexpliqué et notre vie de tous les jours. Et ces intermédiaires, eh bien, ça peut être Sainte-Agathe ici,
ça peut être Gargantua au puits, ça peut être l'ours et les chamans de la grotte Chauvet. Voilà, on a besoin de cet environnement pour se créer une vie spirituelle et une vie désangoissée. En tout cas, c'est comme ça que je vois le lien entre la géologie et l'environnement et la vie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci Loïs. Merci Loïs. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité pour Altistoria. On espère qu'on vous a fait voyager dans le monde de Sainte-Agathe, des suquis Saint-Gelais, mais aussi plus généralement des liens profonds qu'il existe entre la compréhension géologique et nos croyances populaires, nos croyances locales. À bientôt et à la prochaine émission Altistoria. D'ici là, prenez soin de vous. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.